Naomi Kawase est une cinéaste et écrivaine japonaise. Elle fait partie de la génération de cinéastes qui a œuvré au renouveau du cinéma japonais dans les années 90. Aujourd'hui, c'est une figure du cinéma contemporain mondial. La cinéaste construit son cinéma sur l'interstice trouble qui sépare la fiction du documentaire. On pourrait dire que devant la caméra de Kawase, tout est vrai. Du moins, tout semble exister. Depuis ses débuts dans le documentaire et son arrivée marquée dans la fiction avec Susaku, elle met en scène le monde comme une somme d'événements qui, captés et montés dans le cadre d'une œuvre, seraient autant une expérience esthétique que spirituelle. Dans sa conférence de presse à Cannes en 2017 pour Vers la Lumière, la cinéaste dit qu'elle a donné sa vie au cinéma. Et cette déclaration résume sa démarche cinématographique. Kawase met en scène la vie telle qu'elle se présente dans son plus simple état, le mouvement. Mais surtout, sa propre vie en mouvement. Déjà parce que la cinéaste tourne la majorité de ses œuvres à Nara, sa ville, et que ses documentaires témoignent de son intimité, que les moyens du cinéma rendent universels. Dans Naissance et maternité, Kawase filme les derniers moments de sa grand-mère qu'il a élevée et en parallèle la naissance de son enfant. Dans Le silence du monde, elle filme la quête de son père disparu. Le jeu avec les régimes d'image et les formats, on oscille entre le 8 mm, la vidéo puis récemment la caméra numérique, nous offre à faire l'expérience du cinéma de Kawase comme différents niveaux de réalité, comme si des images plus crues, qui se mêleraient avec des images plus propres, seraient l'allégorie du jeu entre la fiction et le documentaire, qui est à l'origine de son cinéma. C'est surtout dans ces fictions un jeu entre le spirituel et le physique, entre le visible et l'invisible. Il y a donc une sorte de glissement de la croyance animiste de la cinéaste dans son art, comme si le cinéma était un rituel, ou du moins un objet de croyance à l'aura spirituelle. Ce dispositif est tel que l'on pourrait croire que la caméra très mouvante de Chara serait en fait le regard de l'être absent, le regard de l'au-delà. Elle construit une œuvre sur le changement, le temps et les autres thèmes abordés précédemment. Un ensemble qui est constitué d'éléments insaisissables ou sans représentation, sans valeur physique. Kawase Naomi donne des images à cet ensemble pour le rendre visible et le rendre perceptible au public qui jusque-là ne pouvait qu'en faire l'expérience fugace au quotidien. La mise en scène de Kawase veut sublimer les instants, les moments prosaïques, pour leur donner un caractère intemporel. Elle saisit l'importance des instants par son regard libre qui s'accorde au corps et à la lumière. La famille joue une place importante dans la mise en scène de Kawase. Les repas, les discussions, les relations amoureuses ou familiales sont le cœur de la mise en scène. L'organisation familiale comme un enjeu cinématographique à travers les corps et les situations structure son œuvre. Même si le traitement est clairement différent d'un film à l'autre, on y trouve des constantes. Chez Kawase, le cinéma et la vie existent l'un dans l'autre et se répondent indéfiniment. Elle va jusqu'à pousser sa réflexion sur le cinéma, sur ceux qui ne peuvent le voir, dans Vers la Lumière. Ainsi, le film réfléchit également sur la place du cinéma dans la vie des individus. Cet art qui doit tout à la lumière, peut-il aider des gens qui ne peuvent plus le percevoir ? La réponse est positive, mais l'accès au pouvoir du cinéma nécessite de s'y perdre par la confiance qu'on accorde au cinéaste. Le film prend la forme d'une lettre d'amour au cinéma, dans les discussions des malvoyants qui font tout pour accéder à son mystérieux monde. L'image devient alors aussi sacrée que la forêt ou le vent, que Kawase nous donne à sentir lorsqu'elle filme les voyages de l'héroïne à Nara. Le cinéma devient une sorte de rituel mystique, qui donnerait même une vision aux personnes malvoyantes, comme elle nous dévoile les fantômes dans la forêt de Mogari, ou transcende le langage dans Nanayo. Kawase serait donc autant une cinéaste qu'une prêtresse des images, qui mènerait une cérémonie à travers ses œuvres pour nous reconnecter au pouvoir de nos visions.成長していきました。ただやはり思春期の頃は反抗して家の中ではあまり会話のない、2人でした、でもそこに先ほど言ったようにフィルムがやってきて、カメラが私とおばあちゃんとの間に介在してくれたことにより、今私の作品の中には彼女がたくさん刻まれています。その刻まれたおばあちゃんを見るにつけすごく客観的な目を持って彼女を私は認識できてるんだろうな、単なる本当に身内として感情をむき出しにして、付き合ってきた彼女、それと映画を通して客観的に感じる彼女
その2つがあるなと思ってます。Naomi Kawase est une cinéaste japonaise qui a très vite été propulsée sur la scène internationale avec la Caméra d'Or, reçue à Cannes pour Sutsaku en 1997, faisant d'elle la plus jeune lauréate de ce prix. Son œuvre se caractérise par un grand écart entre l'hyperréalisme et une tension surnaturelle. C'est l'hyperréalisme de ses cours, qui pour certains peuvent ressembler à un journal, qui font appel à ses propres souvenirs, qui peuvent être filmés en Super 8. C'est un hyperréalisme aussi dans sa façon de mettre en scène le quotidien le plus simple, de s'aventurer dans les rues de Nara, sa ville natale qu'elle a régulièrement filmée. Pourtant, l'œuvre de Kawase est profondément marquée par le surnaturel, du moins par le profond mystère de ce qui est invisible. Le lien puissant entre l'homme et la nature est un thème récurrent et extrêmement important de son œuvre. Chez Naomi Kawase, les montagnes peuvent parler, et la nature, la pluie torrentielle ou un courant d'air, exprime autant ses sentiments que les humains. Ancrés de façon plus évidente dans le surnaturel, les liens familiaux interrogent la porosité entre le réel et le fantastique. Il y a chez Kawase des disparitions merveilleuses, des fantômes qui apparaissent à l'écran ou dont on sent la présence. Le surréel chez elle offre une perspective hypersensible sur le réel, le rend encore plus poignant et le fait ressentir encore plus intensément. S'il fallait retenir 3 œuvres de sa riche filmographie, il faudrait commencer avec Shara, réalisé en 2003. C'est peut-être son chef-d'œuvre, et c'est en tout cas un film qui contient plusieurs des plus beaux moments de son cinéma. Il y a bien sûr le début du film, avec la disparition mystérieuse de l'un des frères. La caméra les suit dans les rues de Nara. La lumière crame l'image, puis le ciel est orageux. Le tintement d'une cloche et le chant des cigales accompagnent cette séquence hypnotique. Kei a-t-il été enlevé par les dieux ? Il y a aussi ces scènes bouleversantes, où un secret familial est révélé d'une mère à sa fille adoptive lors d'une marche, et s'achève avec pudeur sur des considérations concernant les guettas qu'elle porte aux pieds. Il y a bien sûr la scène de danse sous la pluie. On danse d'ailleurs beaucoup chez Naomi Kawase. Et la danse accompagne toujours des moments clés pour les personnages. Ce sont des instants de basculement et de transition. Plus qu'une expression corporelle, la danse est pour Kawase l'expression de l'âme. Il y a enfin le dénouement du long métrage avec la naissance. Le thème du cycle de la vie est central chez la cinéaste. Il a d'ailleurs inspiré les 2 installations qu'elle a créées l'an passé, à l'occasion de la rétrospective qui lui était consacrée l'an passé au Centre Pompidou. À la fin de Shara, la caméra recule, comme si elle s'effaçait. Elle observe la ville vue du ciel, accompagnée d'un murmure qui suggère effectivement que Kei contemple avec bienveillance sa famille restée sur Terre. Autre œuvre majeure de sa filmographie, le moyen-métrage Naissance et maternité, réalisé en 2006. Naomi Kawase filme à la fois la naissance de son enfant et le crépuscule de l'existence de sa grande-tante qui l'a élevée. Là encore, de l'enfant qui naît à l'ancêtre qui va disparaître, Kawase convoque les cycles de la vie et se penche sur les souvenirs. Elle s'y penche avec un mélange d'âpreté et de douceur, et ce n'est pas parce que le film rentre davantage dans la case du documentaire qu'il sera moins poétique que ses fictions. L'image, la plupart du temps, est brute, au plus près du corps et des visages. Le premier réflexe de la cinéaste, alors qu'elle est en train d'accoucher, est de saisir la caméra pour filmer elle-même la découpe du cordon ombilical. Comme si la caméra était une extension de la main, aussi sensible qu'une partie du corps. Kawase observe l'IRM de celle qu'il a élevée comme elle contemple l'échographie de son enfant à venir. Et plus encore que ce qu'elle filme, c'est de la mise en scène et de la texture de l'image que naît l'émotion. Le film est intime jusqu'à l'impudeur, mais touche à l'universel lorsqu'il traite des rapports familiaux, de la perte ou de la mémoire. Troisième œuvre clé de Naomi Kawase, Still the Water, réalisé en 2014. Ce film s'inscrit dans la partie plus récente de sa filmographie, au récit moins impressionniste, et qui obéissent davantage à certaines conventions narratives. Still the Water se situe à cheval entre son précédent long, Anezu, véritable ovni métaphysique, et Les Délices de Tokyo, peut-être son film le plus classique, et qui est aussi son plus gros succès au Japon et en France. Kawase, en renouvelant son écriture, n'a pourtant rien perdu de son style, avec Still the Water. Une jeune fille se prépare à la mort de sa mère.
Le film lui-même est né de la mort de la mère adoptive de Kawase. Comme toujours chez la cinéaste, le réalisme est au seuil du fantastique, et le lien entre les humains ne peut être rompu par la mort. La danse à nouveau est importante, accompagnant avec une grâce poignante les dernières heures de la mer, et la nature est encore partout dans ce grand film d'eau. Dans Susaku, lors du dénouement, le chant de la grand-mère disparue finissait par se confondre avec celui de sa petite fille. Dans Chara, le fils disparu ne quitte pas son foyer des yeux, et dans Still the Water, la fille chante face à l'océan, et ce chant est repris par la mer dans les limbes. Au sujet de ce film, la cinéaste commentait « Il y a deux fenêtres, celle que vous ouvrez sur le monde visible. La deuxième fenêtre, c'est celle qui s'ouvre vers l'invisible. Une fenêtre que la cinéaste ouvre dans toute sa filmographie, laissant voir ce qu'il y a de plus précieux et bouleversant. » Vous n'avez pas vu une blonde avec une robe bleue? Oui, une jeune fille. Une robe bleue, imprimée avec un peu de jaune. Oui, c'est ça. Il y en a une qui est passée par là avec un bouquet de fleurs. Merci. Viens.